Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être le plus court possible. Je voudrais commencer par remercier chacun des intervenants en, en reconnaissant que, évidemment, nous ne sommes pas d'accord sur toute une série de points avec un certain nombre d'entre eux, mais en leur disant notre respect pour leurs opinions, confrontation d'arguments qui fait, je pense, la richesse d'un débat quand il ne caricature pas l'adversaire. Et donc, je vais aussi leur dire à une part d'entre eux combien dans ce Parlement, je pense, l'ensemble des groupes sont attachés à la Convention de Genève et au principe qui veut que des personnes qui, dans leur pays, soient persécutées pour leurs opinions politiques, pour leur race, pour leur origine, pour leur orientation sexuelle, puissent naturellement bénéficier, et le terme est important, de la protection internationale ou de la protection subsidiaire. C'est évidemment fondamental que, comme l'ensemble des autres nations européennes, la Belgique continue évidemment à s'inscrire dans cette démarche de protection essentielle. Alors, mes premières questions vont s'adresser à l'Office des étrangers. Ne croyez pas que je ne vous ai pas écouté, hein, monsieur. J'étais dans la voiture, bloqué dans un embouteillage, et je suivais en direct vos propos sur le site de la Chambre. Donc je n'ai pas raté un soupçon de votre présentation, et je veux vraiment vous remercier également de déjà nous avoir fait une synthèse, ou plutôt la synthèse d'un benchmarking européen. Parce que c'est vrai qu'on a parfois eu le sentiment, dans le cadre des débats, que la Belgique aurait été la seule démocratie européenne à sortir de son chapeau des visites domiciliaires en matière de politique d'asile et d'immigration, de manière inédite, isolée. Bien entendu, ce n'est pas le cas. D'autres grandes démocraties ont mis en place des systèmes tels que ceux-là. Vous avez fait allusion au système luxembourgeois, français, des Pays-Bas. Je pense, et je remercie le président, nous allons recevoir une présentation plus précise sur le sujet. Mais selon mes informations, parce que j'ai fait un certain nombre de recherches sur le sujet, les pays scandinaves, Danemark, Norvège, Suède, ont également mis en place des dispositifs assez similaires, hein, donc décisions administratives confirmées par un juge. Mais si je pouvais vous demander peut-être de mettre en plus quelques éléments d'information sur ces systèmes, ça pourrait peut-être nourrir encore davantage les débats que nous allons avoir à partir de la semaine prochaine sur le sujet. Alors ma deuxième question, elle est toujours destinée à l'Office des étrangers, et Madame Van Bellegem, je vais me permettre de vous griffer un peu sur le sujet en vous indiquant que les chiffres que vous réclamez, les exemples que vous réclamez, ils sont à disposition. Parce que moi, ce qui me sidère un petit peu dans le cadre des auditions que nous avons, Monsieur le Président, c'est que j'ai parfois l'impression qu'on va entamer un débat sur le projet de loi de Theo Franken en 2017. Projet que moi personnellement à l'époque j'avais un certain nombre de réserves sur le projet. Ici on ne parle pas de visite domiciliaire qui vise uniquement les personnes qui sont frappées par un ordre de quitter le territoire.
on vise des personnes qui sont en infraction, en irrégularité sur le territoire, frappées par un OQT et qui consiste en une menace pour l'ordre public et la sécurité nationale. Donc la cible, elle est celle-là. Et c'est à ce sujet que je veux vous interroger au niveau de l'Office des étrangers, parce que sur 2025, il y a un certain nombre de chiffres qui ont été présentés. En effet, sur 2052 dossiers qui étaient à l'arrêt compte tenu du fait que ces personnes frappées par un ordre de quitter le territoire n'avaient pas entamé les démarches pour un retour volontaire. Sur ces 252 dossiers, 143 d'entre eux ont été déterminés comme concernant des personnes qui sont des personnes qui menaçaient l'ordre public ou la sécurité nationale. Ce sont des chiffres que la ministre a donnés, Madame Van Belleghem. Et sur ces 143 dossiers qui visaient des personnes menaçant l'ordre public et la sécurité nationale, seuls 53 d'entre eux ont pu aboutir compte tenu de l'absence du système de visite domiciliaire. Alors quand j'entends un certain nombre de représentants d'associations ou parfois de représentants de partis de l'opposition, j'ai l'impression que pour eux, l'ordre public, enfin voilà, j'ai l'impression qu'on va rentrer avec un bélier chez des gens qui ont un excès de vitesse de 10 km/h. Alors je voudrais quand même donner un certain nombre d'exemples de dossiers que je vais vous demander de confirmer au niveau de l'Office des étrangers. Je ne vais évidemment pas citer de nom, mais un exemple de dossier. On parlait de 143 dossiers sur 2025. Ce sont des dossiers récents sur lesquels je vais donner un exemple. Un individu macédonien condamné pour association de malfaiteurs, traître des êtres humains, exploitation sexuelle. Voilà un cas de dossier qui n'a pas pu aller en termes de retour. Donc, une personne condamnée pour ces faits, frappée d'un ordre de quitter le territoire et qui reste sur le territoire. Un autre dossier, radicalisme celui-là. Et c'est sans doute pour ça, Madame Gioé, j'espère que je n'écorche pas votre nom, que ce député libéral de Verviers, il aurait peut-être eu d'autres propos si il avait assisté le 15 janvier 2015 à l'intervention de notre police pour déjouer un attentat à Verviers. Parce que, Madame Gioé, des cas de radicalisme dans les dossiers qui sont des personnes visées justement par les visites domiciliaires, il y en a. Et je prends un exemple très précis, très concret, d'une personne fichée niveau 2 sur la liste OCAM, qui est un foreign fighter, qui est allé en Syrie et qui n'a pas pu, malgré ces faits, et malgré l'épuisement de l'ensemble des recours qu'il avait fait pour rester sur le territoire, par rapport auxquels il a toujours eu des réponses négatives. Oui, il a eu la possibilité de faire les recours, malgré le fait qu'il soit frappé en 26 d'un ordre de quitter le territoire. Il est toujours là, avec une fiche de menace de niveau 2 sur l'échelle de l'OCAM. Pour vous, c'est sans doute normal, pour moi pas. Et donc, je vais encore donner un exemple d'un individu algérien, vol avec violence, trafic de stupéfiants, tentative de meurtre. Donc j'ai envie de vous dire, ne pensez pas surtout que nous visons
d'autres personnes que celle-là dans le cadre de ce nouveau dispositif à mettre en place. Moi, je pense en effet que les personnes exilées, ce sont des victimes. Mais les personnes que je vous cite là, ce ne sont pas des victimes, ce sont des bourreaux. Moi, je vise les bourreaux. Je ne veux pas ajouter de la souffrance à de la souffrance par rapport aux personnes qui sont des victimes. Dans l'accord de gouvernement, on n'a pas remis le projet de Theo Franken qui visait... Ah non, ici on vise en effet les bourreaux. Et c'est pour ça que je pose la question à l'Office des étrangers. Dans ces 143 dossiers, monsieur, de personnes qui menacent l'ordre public, la sécurité nationale, il y a des excès de vitesse, où on est dans le type de dossier comparable à celui que je viens de donner. Parce que bon, certains ont dit, vous l'avez dit aussi parmi vous, certains l'ont dit, c'est pas assez clair, la menace sur l'ordre public, sur la sécurité nationale, ce sont des notions qui sont présentes dans la loi du 15 décembre 80, sur la loi sur les étrangers. Hein. Bien entendu, c'est un dispositif qui a été rajouté en 2017, mais la notion de menace pour l'ordre public en matière législative, dans notre pays, pour ce qui concerne les politiques d'immigration, ça date déjà de 10 ans. Hein. Et vous savez qu'un certain nombre d'arrêts du Conseil du contentieux ont été produits, qui sont eux-mêmes inspirés des arrêts de la Cour européenne de justice. Et vous savez que lorsqu'on parle de menaces pour l'ordre public et la sécurité nationale, d'ailleurs vous l'avez cité, ça doit être une menace actuelle et grave. Une condamnation seule ne permet pas de statuer sur le fait qu'il y ait une menace sur l'ordre public, parce qu'il faut que la menace soit actuelle. Croyez-vous vraiment que l'Office des étrangers va prendre le risque de soumettre à un juge d'instruction qui devra juger de la proportionnalité de la demande des dossiers qui ne rencontrent pas les arrêts du Conseil de contentieux des étrangers et de la Cour européenne en matière de définition de la notion de la menace sur l'ordre public et sur la sécurité nationale? Vous pensez que l'Office des étrangers va risquer d'être le responsable d'une condamnation du pays par l'Union européenne? Moi, je ne le crois pas. Et puis, j'ai confiance dans la décision du juge d'instruction. Et si le juge d'instruction doit en effet constater que la demande n'est pas proportionnée, il devra refuser la visite domiciliaire. C'est en cela où je pense que l'équilibre qui a été trouvé dans le dispositif légal, similaire à un certain nombre de décisions mixtes et de modèles mixtes qui existent dans d'autres pays, basés sur une décision administrative, mais confirmée par un juge ou par un juge d'instruction, garantit que nous puissions produire une disposition qui soit équilibrée. Et c'est vrai que quand j'entends Madame de Schrijver qui nous dit 5 jours c'est court pour statuer, moi je pourrais trouver un allongement du délai pour le juge d'instruction, pas à 3 mois, hein, peut-être à 10 jours,
Donc ça sera aussi quelque chose qui nous permettra de réfléchir encore, sans doute aussi grâce à vos contributions, dans le cadre des débats que nous allons avoir. Alors, au niveau de la CPPL, vous avez donné, je pense, une définition approximative de l'ordre public par rapport à celle que je viens de donner. Mais voilà, en effet, on peut, je pense, faire confiance aux agents de police qui, je l'ai rappelé, ne sont pas des agents de police, hein, ce sont des inspecteurs de police hein, dans les zones de police. Ce sont des auxiliaires du procureur, hein, ce sont des inspecteurs avec compétences judiciaires. Donc, on a entendu au niveau de la CPPL, au niveau des zones de police, que vous étiez prêt à travailler dans ce cadre-là. Maintenant, je voudrais quand même vous faire réagir à une remarque qui a été produite par votre collègue de la police fédérale, parce que je ne vous ai pas entendu très précisément par rapport au fait que l'article 44 de la loi sur la fonction de police soit suffisant pour encadrer parfaitement, parce qu'on sait bien que dans l'article 44 de la loi sur la fonction de police, la police prête main forte. Prêter main forte, c'est être derrière le responsable de l'Office des étrangers. C'est l'encadrer, c'est pas être en première ligne. Et il s'agirait peut-être par rapport à ça de nous dire si, à votre sens, un complément de précision par rapport à une mission telle que celle-là au niveau de la loi sur la fonction de police serait nécessaire ou pas. Lui nous dit oui. On aimerait bien avoir votre avis par rapport à ça. Alors, moi je suis sensible à ce que la dame qui n'était pas prévue, vous avez bien fait de parler, madame, vous avez parlé avec vos tripes et avec votre cœur, et je vous en remercie. Vous savez, évidemment, je n'ai pas votre expérience de vie, mais j'ai aussi des enfants. Et moi, je pense en effet que la ministre a produit dans sa proposition, elle ne l'a pas fait tout de suite, hein, elle l'a fait sur base d'une remarque du Conseil d'État avant d'aller en troisième lecture au Conseil des ministres. Et donc le dispositif, et j'en parlais avec mes collègues désengagés tout à l'heure, par rapport à la protection de l'enfance, par rapport au fait qu'il y ait un psychologue, par rapport au fait que les familles ne soient pas séparées, c'est un dispositif qui a été prévu. Vous savez, moi je pense même une chose, je pense que quand le fisc ou les huissiers rentrent chez les familles pour retirer les tables, pour retirer les fauteuils, je pense aussi que les gosses peuvent être très perturbés par ça. Et je regrette qu'il n'y ait pas, dans les dispositions légales liées par exemple aux saisies, qu'on ne prévoit pas la présence d'un assistant social ou d'un psychologue, comme on le prévoit dans le dispositif ici. Ça va même m'inspirer, moi, en tant que parlementaire, parce qu'il y a des familles qui vivent naturellement l'entrée des huissiers, l'entrée du fisc dans la maison familiale, et qui en restent un peu traumatisés, si pas beaucoup. Donc, si vraiment vous pensez que par rapport aux enfants, précisément, il y a quelque chose qui manque par rapport à ce qui était prévu, je pense que l'ensemble des parlementaires qui sont ici, quelle que soit leur tendance politique, vous écouteront. Parce que notre volonté n'est certainement pas de faire du mal aux gosses. Donc à votre écoute par rapport à ça. L'autre élément tout de même, et ça je veux vraiment, bon, voilà, hein, chacun vient avec ses convictions, avec son interprétation, avec sa lecture du dispositif, chacun vient avec son raisonnement, avec ses tripes, etc. Mais une visite domiciliaire telle qu'elle est prévue par le dispositif, ce n'est pas une perquisition. Ça n'a rien à voir avec une perquisition.
Donc, la visite domiciliaire, à la différence de la perquisition, les policiers peuvent enfoncer les portes. Pas dans le cadre d'une visite domiciliaire. Pas dans le cadre d'une visite domiciliaire. Et quand on parle des fouilles, donc la perquisition, elle est prévue par le Code d'instruction criminelle. Et elle permet de fouiller en effet l'ensemble de l'immeuble pour trouver des preuves. Ici, le seul élément dont doit disposer l'Office des étrangers, c'est l'identité de l'individu. Preuve de l'identité de l'individu. Donc, si l'identité de l'individu, donc le passeport, est donné spontanément, il n'y aura aucune recherche. Aucune. Donc, je comprends quand on milite, et je respecte les militants. On a parfois envie de forcer un peu le trait, je le fais aussi, ça m'arrive. Mais ici, je vais vraiment attirer votre attention sur le fait que ce sont deux notions, enfin deux démarches qui n'ont rien à voir. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Il y a encore du monde qui doit suivre. Donc, moi, je suis sensible à l'attachement, à l'engagement d'un certain nombre d'associations par rapport aux exilés, mais je suis évidemment légitimiste. Et quand vous dites, monsieur, qu'on se situe ou qu'on réagit, monsieur Cassou, à une irrégularité administrative, je ne peux pas vous laisser dire ça. Parce que la protection internationale ou la protection subsidiaire, les conditions sont déterminées par la loi. Ce n'est pas l'administration qui détermine ça, c'est la loi. Et donc, c'est la loi qui va déterminer si on peut ou pas frapper une personne en irrégularité sur le territoire avec un OQT. Donc là, je me permets de vous dire que c'est une différence importante. Et je veux conclure en effet en indiquant et en répétant que je pense en effet que ces personnes qui doivent s'exiler dans l'espoir d'avoir une protection subsidiaire ou internationale, elles doivent aussi respecter la loi belge et quitter le pays quand elles sont frappées par un OQT. Et notre devoir aussi en tant que responsabilité politique, c'est de veiller à ce que le nombre d'OQT, je parle de manière générale et pas par rapport à ce dossier, augmente. On n'est qu'à 11% d'OQT effectivement concrétisés dans notre pays. C'est quelque chose, quand même un chiffre très faible. Mais encore une fois, ne pas ajouter de la douleur à la douleur, de la souffrance à la souffrance, mais oui, l'ensemble des personnes en irrégularité